Aller se planquer. Double actualité sur les lanceurs d'alerte ces derniers jours. Vendredi, la Haute Cour de justice de Londres a ouvert la porte à une extradition de Julian Assange vers les USA, où il risque, accrochez-vous bien, 175 ans de prison. Ça fait long. Aujourd'hui, en début d'après-midi, la justice a rendu son verdict dans le procès opposant UBS à l'État français pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal aux côtés de sa filiale française poursuivie pour complicité. Un procès qui a pu avoir lieu grâce à une lanceuse d'alerte, Stéphanie Gibault, d'où notre premier débat. Assange extradé aux USA, est-ce la fin des lanceurs d'alerte? Et vous êtes 66% à dire oui. Avec nous justement Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte, auteure des livres La femme qui en savait beaucoup trop, les coulisses de l'évasion fiscale en Suisse, publié au Cherche Midi, et La traque des lanceurs d'alerte, publié chez Max Milo, qui a été préfacé par Julian Assange. Stéphanie Gibault, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors tout d'abord, on va vous faire réagir sur le procès UBS. La Cour d'appel de Paris a largement réduit la sanction contre la banque suisse qui s'était vue infliger en février 2019 une amende de 3,7 milliards plus 800 millions d'euros de dommages et intérêts à l'État qui était partie civile. Et donc aujourd'hui, la Cour d'appel a prononcé une amende beaucoup plus basse, une confiscation d'une somme d'1 milliard d'euros sur la caution de 1,1 milliard versée par le groupe, ainsi que 800 millions d'euros de dommages et intérêts. Ça valait le coup quand même de faire appel, non ? Ça valait le coup de faire appel, c'est clair, et c'est là justement où on voit que quand on a les moyens de la justice, parce qu'il faut quand même être très clair, pour aller en justice, il faut quand même beaucoup d'argent pour se défendre, ça peut aider. Cela étant, effectivement, le montant est pratiquement divisé par deux. Maintenant, la banque est quand même condamnée, et il restera à voir si elle va faire appel en cassation. Faire cassation. Philippe Bilger. Je ne peux que reprendre ce que vient de dire Claire Gibault, qui c'est Stéphanie, respecte. Pardon, excusez-moi. Stéphanie Gibault, et donc évidemment, c'est la décision qui a été prise. Hein. Mais sur les lanceurs d'alerte, est-ce que pour vous, le fait d'envoyer Julian Assange aux USA, c'est ce qui va arriver vers la décision de la Haute Cour de Londres, c'est une décision qui va calmer beaucoup de lanceurs d'alerte, Philippe Bilger? Comment vous dire, et je ne veux pas du tout choquer Stéphanie Gibault, j'ai toujours eu beaucoup de mal en appréhendant le rôle des lanceurs d'alerte. Autant, comment dirais-je, dans mon comportement personnel, j'espère que j'aurai eu le courage de l'être dans toutes les institutions où j'ai travaillé. Mais dans le lanceur d'alerte officiel, il y a quelque chose qui, à tort ou à raison, me gêne. J'y vois comme une espèce de dévoiement de la fidélité, quelque chose qui relève presque d'une sorte de coup de poignard dans le dos. Mais j'ai sans doute tort et j'attends avec impatience toutes les observations qui vont me contredire. Stéphanie Gibault. Écoutez, moi c'est simple, j'ai eu un ordre de détruire des données qui était finalement mon outil de travail, un ordre oral de détruire des données qui relevaient du pénal. C'est-à-dire que si j'avais détruit ces données, finalement moi je me retrouvais complice ou coupable d'une affaire d'évasion fiscale. Donc bien évidemment, j'ai refusé d'obtempérer pour respecter le droit français, c'est-à-dire le droit des affaires, le secret bancaire, le secret fiscal, le droit social et tout ce que vous voulez. Et à cause de ça, moi, je me retrouve, après avoir travaillé pendant plus d'1 an pour l'État français sur ordre de fonctionnaires assermentés, je me suis retrouvée en justice depuis l'année 2010. Donc ça fait 12 ans. Bien évidemment, quand vous êtes face à une banque comme UBS, qui est une banque qui est finalement plus puissante que l'État français, parce que si elle a été capable finalement d'aller en appel et de faire en sorte que son amende soit réduite de moitié, c'est qu'il y a bien un lobbying financier qui existe, même si on veut nous faire croire le contraire, et que par définition, quand vous vous retrouvez face à ça, vous êtes écrasé par des gens qui... pour qui vous n'êtes qu'un grain de sable dans une machine qui est huilée. Vous ne pouvez pas nier que M. Cahuzac, ministre du Budget, qui disait lutter contre la fraude fiscale, qui avait lui-même ses comptes offshore chez UBS à Genève, vous ne pouvez pas vous dire que quand vous êtes un citoyen face à ça, vous soutenez ça.
Et justement, l'image du lanceur d'alerte que les médias et que beaucoup ont voulu essayer de propager, qu'on était des gens, des moutons à 5 pattes, qu'on était des gens dont la personnalité était certainement borderline, bien sûr. Borderline, les sûr, femmes les ne savent pas de quoi elles partent, elles sont un peu hystériques, et les hommes, c'est des mecs qui ont des problèmes. On l'a vu avec Assange et l'affaire en Suède, qui aurait des problèmes. Oui, il est accusé d'un viol. Voilà. En fait, on se retrouve avec des sujets qui sont hors sujet, justement. Et il y a le fond des affaires. UBS a-t-elle aidé ou non des gens à évader le fisc? On a la réponse, puisque moi j'ai travaillé pour l'État pendant plus d'1 an, et que c'est grâce au travail que j'ai fait avec les douanes françaises qu'il y a eu ce procès il y a 2 ans, et qui a permis à ce qu'il y ait une amende record de 4,5 milliards il y a 2 ans. Donc les faits sont les faits. Françoise Degois. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour être lanceur d'alerte, parce que Julian Assange, c'est probablement celui qui est le plus emblématique. Il y a Edward Snowden, bien sûr, également. Mais lanceur d'alerte, c'est Erin Brockovich. C'est une lanceuse d'alerte, Erin Brockovich. On en a fait un film. Marty Bolton, je vous rappelle quand même ce que les coronesses qu'il a fallu pour la rédaction du Boston Globe de s'attaquer à la pédophilie de l'archevêque de Boston. 90 prêtres pris, comment dirais-je, une enquête qui a porté sur 90 prêtres pédophile. Je ne sais pas si vous réalisez le courage qu'il faut quand on est Stéphanie, notre invitée, quand on est Edward Snowden, qu'on va contre tout un système, parce qu'à un moment donné, ce que fait ce système nous est insupportable sur le plan moral, qu'on ne peut pas l'accepter. Moi, je ne suis pas certaine que j'aurais eu le courage d'être lanceuse d'alerte. Je voudrais penser que j'ai le courage d'être lanceuse d'alerte. Si je m'étais retrouvée en situation, si vous voulez, de voir des choses qui sont inadmissibles à un moment donné. Donc, bien sûr, je suis d'accord sur la caricature qui en est faite, je suis d'accord sur la mauvaise image. Je ne comprends pas, enfin je comprends trop bien ce que la justice britannique a fait. Voilà, c'est un joli cadeau à l'administration Biden. Voilà, et je trouve ça assez terrible, parce que Wikileaks a prouvé. Je pense que malgré tout ça, il y aura encore des Erin Brockovich, il y aura encore des Edward Snowden. Je pense que des Stéphanie Gibault, je pense que le monde vraiment génère aussi cela. Je pense que c'est aussi le sens du monde. Je pense toujours à quelqu'un que j'adore, Nicole Meyer, qui elle aussi a été une lanceuse d'alerte, qui s'occupe de l'ONG Transparency, qui avant travaillait au ministère des Affaires étrangères, qui s'est rendu compte que dans les postes en Afrique, on employait des gens qui n'avaient pas de sécurité sociale, qui n'avaient aucune couverture maladie. Elle a dénoncé son administration du Quai d'Orsay. Quand vous voyez le Quai d'Orsay, le coffre-fort, je veux dire ce que c'est, eh bien voilà, je crois qu'il y aura toujours finalement des gens comme ça, et de plus en plus, parce qu'on va de plus en plus vers la transparence. Stéphanie Gibault. Alors, moi sur le débat, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'on est puni d'avoir fait le travail que ceux qui sont payés pour le faire ferment les yeux. C'est-à-dire qu'en France, il y a des autorités de contrôle bancaire, il y a la CPR, il y a la Banque de France, il y a Tracfin, il y a qui vous voulez, il y a des auditeurs internes, il y a des auditeurs externes. Et comment est-ce que vous expliquez que c'est quelqu'un qui fait partie du marketing et de la communication, donc qui était mon métier, puisque je n'étais pas un banquier, UBS s'est gentiment amusé à le répéter en disant que je ne comprenais rien à la finance parce que je n'étais pas un banquier. Comment vous estimez que c'est quelqu'un comme moi qui devait donc être obligé en 2011 et 2012 de travailler pour l'État pour aller mettre le doigt sur cette fraude? Vous voyez bien qu'on est puni, c'est-à-dire que notre carrière s'arrête, qu'on se retrouve avec des procès qui n'en finissent pas pour prouver qu'on est honnête, pour prouver pourquoi est-ce qu'on est innocent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'inverser la question et de dire mais que font les autorités de contrôle? Pourquoi est-ce que les autorités de contrôle ne voient rien, que ce soit dans la finance, mais que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, que ce soit dans l'agroalimentaire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de gens de la société civile pour ça? Vous êtes en désaccord avec ce qu'on dit, Stéphanie? Je ne comprends pas pourquoi vous dites je ne suis pas d'accord avec le débat. Non, c'est que le débat n'est pas là. Le débat, c'est d'aller savoir pourquoi la société civile ne nous soutient pas. Pourquoi aucun employeur ne nous soutient? Pourquoi est-ce qu'aucun cabinet de recrutement ne nous en... Moi, j'ai travaillé 26 ans sans problème. Parce que vous êtes celle par qui le scandale arrive, c'est tout, et qu'aucune entreprise n'a envie d'embaucher quelqu'un qui est susceptible, à un moment donné, dans l'esprit, comment dirais-je, dans l'esprit d'un employeur, embaucher quelqu'un comme vous, c'est se dire, eh bien, il faut être sacrément solide, en se disant, je vais peut-être embaucher quelqu'un qui va se retourner contre moi. Voilà, c'est tout. C'est aussi ça. C'est-à-dire que l'éthique,
l'accepte pas, mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que l'éthique, la transparence, la réputation n'ont aucune importance. C'est-à-dire qu'il y a des lignes jaunes qui sont définies par la loi, mais que finalement, si on va au-delà de lignes jaunes, c'est pas très grave. J'abonde dans le sens de Stéphanie Gibault, c'est-à-dire que vraiment, je m'étonne de la position de Philippe Bilger quand j'entends parler de trahison, de coup de couteau dans le dos, parce qu'on le sait, d'un point de vue psychologie sociale, c'est très très difficile d'oser dénoncer quelque chose de grave quand il s'agit de son groupe social. C'est le principe de l'omerta, c'est-à-dire qu'il y a toujours effectivement cette angoisse autour du fait d'être exclu du groupe. Et c'est un courage vraiment admirable justement d'oser dire mais là c'est grave ce qui se passe, on ne peut pas laisser faire ça, il faut le dénoncer. Et c'est vrai que je comprends que Stéphanie Gibault regrette qu'en termes de valeurs, on entend beaucoup nos hommes politiques en ce moment, c'est la présidentielle, les valeurs de la République, ils n'ont que ça à la bouche. Et je trouve que d'un point de vue vraiment pratico-pratique et concret, cette mise au banc, effectivement, du monde du travail, des lanceurs d'alerte, ça n'est pas normal, ça n'est pas satisfaisant, et ce serait quand même bien qu'on réussisse collectivement à vraiment valoriser mieux que ça le fait de dénoncer ce qui ne se fait pas. On se souvient, sur les lanceurs d'alerte, ces grandes sociétés, surtout à l'époque de la mondialisation des multinationales, on a des entreprises qui mentent, qui sont des menteurs éhontés. On a connu le scandale des fabricants de tabac, et on sait aujourd'hui qu'ils étaient parjure. Ils ont juré qu'ils n'étaient pas au courant que la nicotine était une drogue accoutumance. Et on sait aujourd'hui qu'ils avaient tous eu l'information, ils ont tous été parjure. Et c'est vrai que je me réjouirais qu'une société vraiment qui valorise ces personnes qui osent dénoncer ce qui ne se fait pas et ce qui est illégal. Stéphanie Gibault. Oui, mais ça ne peut venir que d'un changement de mentalité, et que ce changement de mentalité ne peut venir que si l'éducation est portée vers justement l'éthique, la transparence, les valeurs de courage. Le courage n'est reconnu par personne. Partout, il est reconnu post-mortem. On met des noms de plaques de rue des résistants, alors que les résistants ont été les premiers à être dénoncés, à être torturés, et à être envoyés dans des camps. Donc il faut quand même arrêter, parce que ça fait 80 ans que ça ne change pas finalement. Parce que ces scandales, ce sont des scandales d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on fait des lois avec des filets où les mailles sont de plus en plus petites pour attraper de plus en plus de petits poissons. Du style, vous allez griller un feu rouge, vous allez avec le téléphone en voiture. Trop vite, là on vous rate pas. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Alors par contre, si vous êtes quelqu'un de très fortuné et vous allez rouler à 200 km/h sur l'autoroute, vous allez passer un coup de fil et on va vous enlever l'amende et on va vous... Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est? Une loi, c'est pour tout le monde, c'est pas à géométrie variable pour les uns ou pour les autres. On n'est plus à La Fontaine, que vous soyez puissant ou misérable. L'évasion fiscale en France... Enfin si, excusez-moi, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Quand on voit la première instance ou l'appel, on peut dire que c'est pas vraiment dans la même mesure. Je pense pas que Claude Guéant pense la même chose que vous. Il aime pas les femmes de La Fontaine ce soir. Vous savez, Claude Guéant, par exemple. Excusez-moi, il avait qu'à payer ce à quoi il était condamné à payer. Les gens qui vont en Meux, mais les gens qui vont en Tôle, moi c'est pour ça que je pense que là, les jugements, c'est trop facile. Ça, c'est tarte à la crème. Non mais excusez-moi, quand vous voyez le jugement de UBS en première instance et en appel, il y a quand même, c'est du simple à moins du double. Il faut peut-être se demander s'il n'y a pas des juges qui sont concernés par le dossier UBS. Voilà. Alors attendez, on part au 0826 300 300. J'aimerais savoir comment sont les juges dans ce dossier. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous nous appelez, vous voulez réagir vous sur Julian Assange? Oui, pour Julian Assange. Alors, pour moi, j'ai un doute sur le fait qu'il prenne 175 ans, mais bon, ça c'est ce que les médias... c'est ce qu'ils risquent. Oui, c'est ce qu'ils risquent, mais bon, ça c'est dans les débats, parce que je sais pas, vu qu'il y a quand même quelques journalistes sur le plateau, je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'occupe du dossier de John Durham aux États-Unis. Non. Justement, Monsieur Assange fait partie du dossier de John Durham vis-à-vis du meurtre de Seth Rich. Seth Rich était un lanceur d'alerte sur le DNC qui avait fourni les documents à Julian Assange sur toute la compromission du serveur de Madame Hillary Clinton à l'époque. Donc Monsieur Assange risque de... Oui, enfin bon, écoutez, moi j'en sais rien, on n'est pas spécialiste. Je connais pas cette histoire, restez en ligne, on va en parler justement avec Stéphanie Gibault qui connaît Julian Assange, comme il a écrit la préface de son dernier livre, publié chez Max Milo, La traque des lanceurs d'alerte. Vous connaissez cette histoire, Stéphanie Gibault?
Surtout, est-ce qu'il va prendre 175 ans? Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Mais quelle est la question? La question est de savoir si je connais le problème des leaks sur le DNC. Oui, c'est ça. C'est ça la question? Oui. Oui, bien sûr, mais en fait, elle est très connue, cette histoire, et effectivement... Alors, expliquez-nous-la, parce que je la connais pas en profondeur, c'est pour ça. Ben, si vous voulez, il y a des lanceurs d'alerte, justement, qui ont fourni à Wikileaks un certain nombre d'informations sur la vidéo, par exemple, Collateral Murder. Vous savez tous maintenant que c'est Bradley Manning, qui est devenu Chelsea Manning. Absolument. Et il y a donc un lanceur d'alerte dont l'auditeur vient de parler, qui a fourni, a priori, ces informations sur le DNC. Et qui est mort. Moi, je ne sais... Et qui est mort. C'est quoi le DNC? C'est quoi? C'est le parti de Madame Clinton. Ah d'accord, le Parti démocrate, d'accord. Parti démocrate, oui, ben vous savez, ça fait partie de toutes les leaks qui ont eu lieu à un moment où le président Trump a été élu, etc., etc. Donc effectivement, ce lanceur d'alerte aurait, parce que moi je n'ai pas l'information, je ne fais pas partie de la CIA et je ne suis pas un agent américain, donc je ne sais pas si monsieur aurait été assassiné suite au fait que son nom a été révélé, qu'il aurait lui-même envoyé ces informations à Wikileaks. Donc, notre auditeur pense qu'il ne va pas faire ses années de prison, Julian Assange, mais qu'il va se faire tuer. C'est ça que vous pensez, monsieur? Si je suis votre raisonnement. Christophe, vous pensez qu'en fait, il va avoir la bonne idée de mourir en prison comme Jeffrey Epstein, par exemple? Ça serait plus probable, non, sauf qu'à mon avis, je pense qu'il sera mis de côté un peu comme Ghislaine Maxwell, parce qu'elle aussi, elle aurait pu passer à la trappe depuis un petit moment. Oui, mais là, deux morts sur la même débat, affaire, en fait. ça aurait fait beaucoup. Hein. Ouais, mais justement, donc Monsieur Assange d'être très protégé. Il sera sûrement pas dans la même prison que Monsieur Jeffrey Epstein, avec un policier qui l'a potentiellement un petit peu abîmé avant. Et Monsieur Selfridge en fait est mort avec 2 balles dans le dos en bas de chez lui, parce qu'il avait révélé, c'est lui qui avait siphonné le serveur du DNC avec une clé USB. Parce que ça a été prouvé que c'était pas possible qu'il y ait un lien au niveau siphonnage par les Russes, étant donné le débit informatique. Enfin, vous savez, en matière de gens qui meurent comme ça, la France n'a rien à envier. Vous savez, je vous rappelle. Les USA, ils sont quand même costauds. Non, sur le la sujet. France, parce qu'on a la mémoire courte. Le maire de la Seine-sur-Mer, il est parti il y a 20 ans nager avec des bottes en ciment dans le port de la Seine-sur-Mer. Comme M. Boulin, qui s'est noyé dans une flaque d'eau. Je vous signale que les frères Saint-Sené ont eu la bonne idée de se suicider avec une porte fermée de l'extérieur. En se mettant un tuyau vraiment de leur propre gaz d'échappement dans leur propre garage. Et vous avec avez une tout porte fermé. fermée de l'extérieur. Il faut une détermination pour décider de mourir de cette manière. Vous savez, en matière, on va dans le sud, en matière, comment dirais-je, de mort suspecte, on n'a rien à envier, vous voyez, aux États-Unis. Mais justement, sur le dossier de Julian Assange, il y a une véritable problématique, justement, de qui nous sommes. Nous, la France, nous, le pays des droits de l'homme sur la scène internationale, on a l'impression qu'on est juste que le pays de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et si on était justement en accord avec nos paroles, les actes auraient été pris depuis bien longtemps. Je vous rappelle quand même que Edward Snowden a demandé l'asile en France à partir de 2015, ça a été refusé. J'ai fait partie de ceux qui n'ont pas arrêté d'écrire au président Hollande et qui a écrit au président Macron, asile refusé. Même chose sur Julian Assange, alors que ce sont des gens, et ça on le sait, qui ont aidé à comprendre que l'État français, les présidents Sarkozy, Hollande et Chirac avaient été espionnés par la NSA, bien sûr. Et qu'on avait notamment les ministres de l'économie, M. Strauss-Kahn et un autre, dont on m'échappe, qui avaient été eux aussi écoutés, et ça a permis aux Américains de nous piquer des contrats. Alors là, avec ce qui s'est passé avec les sous-marins, vous ne pouvez pas dire que j'invente des histoires, mais enfin la France, là, elle devrait se positionner par rapport à ce problème, qui est un véritable problème des droits de l'homme. Parce que c'est bien gentil d'accueillir des gens comme M. Khomeini et de les protéger en France, mais enfin, quelle est l'image sur la scène internationale? Mais nous sommes bien d'accord. Merci. Une leçon à qui que ce soit. Merci beaucoup Stéphanie Gibaud, lanceuse d'alerte, auteure de La femme qui en savait vraiment trop et La traque des lanceurs d'alerte, préfacée par Julian Assange. Verdict sur Twitter, vous êtes 65,8% à dire que c'est la fin des lanceurs d'alerte. Un commentaire intéressant de Georges: ça dépend, si on parle des lanceurs d'alerte qui dénoncent les crimes US, la réponse est clairement oui. Le message est en effet clair. Si tu dénonces des crimes américains, tu en payeras le prix. La note sera salée et tu paieras jusqu'au dernier centime. Méthode de mafieux. Alors que pour les banques, je pense que ça va être continué à être poursuivi. Tout de suite, la chronique présidentielle de Philippe Rossi.